Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'armée soudanaise annonce son retrait des pourparlers politiques en cours. Un retrait pour permettre la formation d'un gouvernement civil de transition. L'opposition demeure sceptique face à ces déclarations qui surviennent après une semaine meurtrière pour le mouvement pro-démocratie soudanais. La République du Congo expérimente pour la deuxième fois le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité dans le cadre des élections législatives et locales prévues le 10 juillet. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés et notamment le retrait des noms de plusieurs candidats des listes électorales. Et la Confédération africaine de football annonce le renforcement de la Super Ligue africaine dès août 2023, un projet qui a pour but de rassembler les meilleurs clubs du continent avec une dotation de 100 millions de dollars. Mais tout d'abord, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré devrait se rendre au pays des hommes intègres en fin de semaine. L'ex-chef de l'État burkinabé, exilé en Côte d'Ivoire depuis son renversement populaire en 2014, est attendu par les nouvelles autorités burkinabées menées par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans le cadre du projet de réconciliation nationale. Il est à noter qu'aucune précision n'a été donnée concernant le format, la date ou encore la durée de cette prochaine visite. Également dans l'actualité au Niger, le ministère de la Défense a annoncé ce mardi la perte de 6 soldats dans la nuit du 4 au 5 juillet. 14 soldats auraient également été blessés au cours de cette attaque menée par une cinquantaine de djihadistes présumés contre le poste militaire de Blabrine dans le sud-est du pays, frontalier avec le Tchad. Toujours selon les autorités, le bilan provisoire fait également état de 17 morts côté adverse. Des armements et munitions auraient également été récupérés par les forces armées qui ratissent la zone. Au Soudan, 9 mois après le coup d'État militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan plaide pour la formation d'un gouvernement civil de transition. Ce dernier a annoncé le 4 juillet le retrait de l'armée des pourparlers en cours menés au Soudan sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine en vue d'accomplir ce dessein. Pour l'opposition qui manifeste depuis des mois, il s'agit d'un leurre car un conseil suprême des forces armées devrait siéger aux côtés du gouvernement civil. Les explications de Corinne Kamdem. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé lundi 4 juillet que l'armée ne participerait pas aux pourparlers facilités par la communauté internationale en vue d'ouvrir la voie au groupe civil pour former un gouvernement indépendant. Annonce accueillie avec scepticisme par les opposants, certains y voient une nouvelle ruse de la junte visant à mettre un terme au mouvement de protestation. Il n'y aura pas de sécurité si justice n'est pas rendue pour les martyrs, y compris ceux qui sont morts le 30 juin. Sinon, ça voudrait dire que n'importe qui peut tuer et rester au pouvoir. Ces dernières semaines, on assiste en effet à un regain du mouvement de contestation. La phase actuelle combine des manifestations de masse et un retour aux sit-ins. Les sit-ins font suite aux manifestations de masse qui ont balayé le Soudan jeudi 30 juin. Manifestations réprimées par les forces de l'ordre. 9 manifestants y ont laissé la vie. Décès qui porte à 113 le nombre de personnes tuées dans le mouvement de protestation depuis le coup d'État militaire il y a 8 mois. Un sit-in vaut bien mieux qu'un affrontement, car dans un sit-in, il y a une vraie éducation pour le révolutionnaire. Les sit-ins qui ont eu lieu devant les institutions militaires d'avril à juillet 2019 ont créé les révolutionnaires d'aujourd'hui, avec leur résilience et leur courage qui sont maintenant présents dans les rues. Dans son discours ce lundi, le général al-Burhan n'a pas clarifié la portée du rôle de l'armée dans la politique à l'avenir, mais il a déclaré qu'il s'engageait à mettre en œuvre les résultats des pourparlers qui sont soutenus par l'ONU et l'Union africaine. Une chose est néanmoins certaine, les manifestants continuent d'exiger le renversement du régime militaire, un gouvernement civil et une transformation démocratique.
Les forces armées congolaises ont accompli le 4 juillet leur devoir citoyen par anticipation en se rendant aux urnes dans le cadre des élections législatives et locales prévues le 10 juillet en République du Congo. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés et notamment le retrait de plusieurs noms de candidats des listes électorales. Les explications dans ce reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. C'est que premièrement nous avons engagé Trésor Pabombaki, candidat indépendant dans la circonscription unique de Kimongo dans le département du Niari, a été surpris du retrait de son nom sur la liste des candidats le jour du vote anticipé des agents de la force publique. Il accuse ses adversaires politiques. Il y a un mauvais traitement des différents dossiers de la part de notre administration, mais aussi à ne surtout pas écarter les bras longs de nos différents hommes politiques qui aujourd'hui se sont étouffés sur le terrain politique et donc veulent également étouffer la démocratie de telle sorte que la population puisse choisir librement ses mandats. Comme Trésor, 8 autres candidats aux législatives et une centaine de candidats au local ont constaté le retrait de leur nom sur les listes officielles. Le vote n'a pas pu se tenir dans toutes les circonscriptions et l'on dénonce le laxisme des agents de la Commission nationale électorale indépendante. Actuellement, il y a un manque de bulletins de vote, ce qui vous remarquez, il y a tellement d'électeurs dans le bureau de vote. La deuxième des choses, en fait, c'est au niveau des illusoires. Il y a souvent 3 électeurs au même moment et les agents de la CNE ne font rien du tout pour essayer de mettre un peu de l'ordre. 3 ou 4 localités d'accès difficiles, quelques soucis. Nous sommes en train de voir avec le gouvernement si on peut les faire voter demain. Le vote a été reprogrammé ce mardi 5 juillet 2022 dans les circonscriptions de Mbomo et Mbama, où l'accès difficile n'a pas permis à la Commission nationale électorale indépendante d'acheminer du matériel. Il est vice-président du Kenya depuis 2013 et brigue la magistrature suprême à l'élection présidentielle du 9 août prochain. William Ruto est le candidat du parti Kenya Kwanza. Il n'a pas reçu le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta qui arrive au terme de son second et dernier mandat. Mais il compte bien séduire l'électorat grâce à son programme. Il a présenté son manifeste électoral pour améliorer les conditions de vie des Kenyans s'il est élu. Plus de détails avec Nathalie Moho. Un programme économique d'une valeur de 250 milliards de shillings sur 5 ans en faveur de l'agriculture, c'est la promesse de campagne du vice-président William Ruto, candidat du parti Kenya Kwanza à l'élection présidentielle du 9 août 2022. Intitulé Le Plan, le manifeste électoral de William Ruto s'adresse aux défis économiques du Kenya visant à impulser un essor multisectoriel du pays. Un investissement d'au moins 250 milliards de shillings kenyans pour les exercices 2023 et 2027 résultant de la réorganisation et de la restructuration du budget afin d'être davantage orienté vers la production et de réduire les énormes financements d'infrastructures consommateurs de capitaux. Les politiques de dépenses seront également réorganisées pour réduire le gaspillage et favoriser l'optimisation des ressources. En cas de victoire au scrutin, le président du parti Kenya Kwanza a annoncé une amélioration significative du coût de la vie au cours des 100 premiers jours. La recette du vice-président William Ruto pour la croissance économique du pays repose sur la création d'emplois à travers un soutien de 50 milliards de shillings chaque année pour fournir aux micro, petites et moyennes entreprises un accès fiable au crédit. Le sous-secteur des micro, petites et moyennes entreprises représente 85% des emplois non agricoles, ce qui représente aujourd'hui 15 millions des 18 millions de travailleurs. Actuellement, elle absorbe 9 jeunes sur 10 qui entrent dans la vie active, 750 000 en moyenne, alors que l'économie salariale formelle des entreprises en absorbe à peine 50 000. Le vice-président William Ruto prévoit l'augmentation du financement des institutions de recherche et de développement de 0,8% à 2% du PIB. Le manifeste électoral du vice-président kenyan est ancré autour de 5 piliers: l'agriculture, le financement, le logement, l'accès à la santé et l'économie numérique et créative.
Gagner 7% de taux d'inclusion financière en l'espace de 6 ans, c'est le défi que s'est lancé le Malawi qui ambitionne de faire de l'inclusion financière une priorité. Un taux estimé à 58% en 2019. Les autorités sont parvenues à convaincre les partenaires internationaux pour assurer ce développement. Les précisions de Samantha Saboubanga. Malgré des avancées importantes, l'inclusion financière apparaît la plus faible en Afrique et en particulier en zone subsaharienne, tant en termes de bancarisation, d'intensité d'utilisation des comptes bancaires que d'accès au crédit. Pour favoriser le taux de bancarisation au Malawi, plusieurs partenaires comme le Fonds africain de développement ont approuvé des financements en faveur du Malawi pour entreprendre des mises à niveau des infrastructures et créer un système de paiement numérique plus efficace et transparent. La transformation digitale n'est pas qu'une question d'infrastructure numérique. Donc, le gros problème, la grande question se trouve justement au niveau des changements des habitudes de vie, quoi. Donc, si malgré les financements de la FAD et que si les bénéficiaires de l'inclusion financière n'ont pas une certaine acculturation avec l'outil digital, ça va être compliqué, quoi. Donc, je crois que dehors de l'infrastructure, il y a ce grand travail de conduite de changement ou de transformation, de sensibilisation qu'il faut faire et ramener même les outils au niveau de la population. À titre d'exemple, les 14,2 millions de dollars investis par le Fonds africain de développement en décembre dernier ont permis au gouvernement malawite de faciliter l'accès aux services financiers innovants et de renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai que l'utilisation de l'outil digital n'est pas dans les habitudes de nos populations et donc il faut aller progressivement par des silos d'information, de changement et progressivement à travers des modèles, des échantillons transformés. Je crois que la question va rentrer dans les habitudes de la population et que le Malawi puisse bénéficier justement des inclusions financières. Le Malawi a connu une véritable transformation numérique avec à la clé un succès accru aux services financiers. D'après la Banque africaine de développement, le taux d'inclusion financière du Malawi devrait passer de 58% en 2019 à environ 65% en 2025. La contribution du secteur de TIC au PIB devrait également passer de 5,7% à 7% au cours de la même période. La Tanzanie accueillera le 10 août prochain la 44e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. En prélude, la CAF a pris plusieurs grandes décisions le 3 juillet lors de sa dernière assemblée extraordinaire. Celle-ci concerne notamment le renforcement de la Super Ligue africaine dès 2023. Le point avec José Douglas. Parmi les annonces faites par le président de la CAF, Patrice Motsepe, il y a la Super Ligue africaine dont la cérémonie de lancement est prévue en Tanzanie en août 2022. La compétition débutera en août 2023. Nous avons été inondés d'investisseurs et de sponsors qui sont impatients de s'associer à la Super Ligue de la CAF. Une partie importante de l'argent sera réinvestie dans le football africain et une partie du processus consiste à donner $1 million chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF. Nous voulons également augmenter la dotation des ligues des champions masculines et féminines de la CAF. Le président de la CAF a annoncé qu'à l'avenir, la finale de la Ligue des champions de la CAF Total Energy se jouerait désormais sur 2 manches. La commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF a décidé que la Super Coupe de la CAF 2022 sera disputée au Maroc entre le Wydad et le RS Berkane, 2 clubs marocains. L'Égypte va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024 au lieu du Maroc. Et enfin, la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Côte d'Ivoire 2023, initialement prévue en juin-juillet 2023 et reportée en janvier 2024 en raison des conditions météorologiques. On ne veut pas prendre le risque d'avoir une compétition sous le déluge. Ça ne serait pas bon pour le football africain et son image. Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d'Ivoire avec d'excellents progrès. Et puis un rapport a été remis pendant cette assemblée par le vice-président Sédou Bombo Dioya et le membre du comité exécutif Moses Magogo sur l'état de préparation de l'Algérie à propos du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le président Motsepe a remercié le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent à la réunion du comité exécutif pour son soutien
à la création de la Super League africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.